ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour faire des descriptions efficaces. Mon premier conseil est d'utiliser les 5 sens. Alors c'est un conseil que je donne très souvent, mais c'est vrai qu'en écriture je pense que c'est l'un des conseils les plus importants à garder à l'esprit. C'est que lorsque vous décrivez quelque chose, un lieu, un objet, une personne, peu importe, il faut utiliser les 5 sens. Donc il n'y a pas que la vue qui entre en jeu, il n'y a pas que le fait de regarder quelque chose, il y a tout ce qu'il y a autour, les sons, l'odeur, le goût parfois, le toucher, voilà, tous ces 5 sens ont vraiment leur importance. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de visualiser la scène que vous voulez décrire comme si c'était un film. Vraiment, jouez-la dans votre tête comme si c'était un film et décrivez-la vraiment sous toutes les coutures. Regardez un petit peu tout ce qui s'y passe, voilà, au niveau du son, etc. Donc vraiment, ne vous cantonnez pas à tout ce qui est visible, mais faites également attention à tout ce qu'il y a autour. Mon deuxième conseil est de faire la différence entre une idée et une image. Alors ce conseil nous vient de Stephen King qui dit que voilà, il faut faire la distinction entre une idée et donc une image. Et donc l'idée, c'est une idée n'a aucun aspect émotionnel, n'engendrera aucune émotion chez votre lecteur. Une idée, c'est vraiment, a vraiment un aspect d'indifférence. Et c'est souvent le problème des écrivains débutants, c'est que vous ne décrivez pas une image, mais vous décrivez une idée. C'est pourquoi vos descriptions manquent parfois de profondeur, manquent d'émotion, ne sont pas pertinentes. Vous voyez bien quand vous vous relisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et bien souvent c'est parce qu'en fait vous avez décrit une idée qui n'est absolument pas précise dans votre tête et qui ne provoque en fait aucune émotion, qui est complètement neutre. Je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit peut-être un peu plus clair de ce qu'est une idée et de ce qu'est une image. Donc une idée, ce serait par exemple de dire dans votre texte, donc votre héros se rend là où il y a un phare et vous écrivez « ce phare est lugubre », tout simplement. Ça ne provoque aucune émotion, ça ne provoque aucun ressenti, voilà, vous écrivez tout simplement que le phare est lugubre. Ça c'est une idée. En revanche, une image, ce serait plutôt de dire « les nuages s'amoncellent au-dessus de ce phare, lui donnant un aspect malsain. J'entends le cri des mouettes qui sont comme un écho à ma propre peur. Je pénètre à l'intérieur du phare pour y découvrir un escalier tout en bois vermoulu dont les planches craquent à chacun de mes pas. Les toiles d'araignée par-ci par-là forment un ensemble terrifiant. » Voilà. Imaginons, c'est un truc que je viens de vous pondre là maintenant comme ça, c'est loin d'être parfait, mais voilà, vous voyez là, au lieu de dire que simplement le phare est lugubre, je n'ai pas utilisé du tout le mot lugubre dans cette description, mais j'ai essayé de faire ressentir ce que le héros pouvait, voilà, ses perceptions en fait, tout ce qui est le son par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il ressent au fond de lui-même. Vous voyez, c'est ça, il faut vraiment essayer de visualiser précisément l'endroit que vous voulez décrire et le décrire voilà, avec cette précision. C'est ça la différence entre une image et une idée. Le lecteur en fait doit ressentir par lui-même que ce phare est lugubre. Vous ne devez pas le lui dire, il doit le ressentir. Mon troisième conseil est de ne pas tout décrire dans la précision. Donc oui, il faut avoir une image précise dans sa tête. Non, il ne faut pas décrire tout dans le détail. Imaginons, je reprends mon exemple du phare. Si je dis que je gravis les 127 marches pour arriver au sommet. Les 127 marches, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. On peut dire qu'il y en a beaucoup, on peut dire qu'elles craquent, qu'elles sont en mauvais état. Vous voyez, pour ajouter une espèce d'aura terrifiante, effrayante au récit, mais on s'en fout qu'il y en a 127. Bah, je pourrais aussi dire je compte 57 toiles d'araignée, pareil on s'en fout. Voilà, ce sont des détails que vous pouvez vous visualiser mais qui ne sont pas du tout utiles dans votre texte. Ces détails là ne vont provoquer aucune émotion, ne seront vraiment pas utiles pour votre lecteur. Ce n'est pas ça qui va lui faire ressentir que votre phare est lugubre. Mon quatrième conseil est de vivre la scène comme si vous y étiez. Donc ça rejoint évidemment les autres conseils. Comme je vous l'ai dit, vous devez vraiment visualiser l'endroit. N'hésitez pas à prendre plusieurs minutes pour le faire. Voilà, ne le visualisez pas comme ça vite fait. Essayez vraiment de vous arrêter, de fermer les yeux et de vous plonger dans cette scène comme si vous y étiez. Voilà, imaginez vous êtes sur la falaise, vous voyez le phare. Il est au centre de votre champ de vision. Mais il y a toute une série d'autres choses autour. Il y a peut-être des mouettes.
qui piaille à n'en plus finir. Il y a peut-être des nuages qui s'amoncellent, qui sont de couleur grise, gris clair, gris foncé, peut-être noir. Ah, vous sentez une goutte de pluie, oh une deuxième goutte de pluie, ça y est, il commence à pleuvoir. Peut-être qu'il y a quelques éclairs qui vont arriver. Vous entendez le bruit de la mer en contrebas et vous avez cette espèce d'odeur iodée due à la mer. Vous entendez donc les vagues qui s'écrasent contre les rochers des falaises, qui donnent peut-être un aspect terrifiant, qui font peur, qui sont assez angoissants. Vous voyez, il y a vraiment moyen pour une bête scène de s'imaginer beaucoup de choses. Vous pourriez tout simplement dire que le phare est lugubre ou alors vraiment étoffer cette scène en faisant prendre conscience à votre lecteur à quel point il fait peur, à quel point l'ambiance du lieu est malsaine. Finalement, mon cinquième conseil est d'utiliser des expressions démonstratives mais qui soient originales. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Vous pourriez tout simplement dire, si vous parlez de quelqu'un, elle a les cheveux noirs ébène. Noir ébène, c'est une comparaison qu'on utilise très fréquemment, hein, voilà, c'est vraiment noir et ébène, ce sont des mots qui s'associent facilement. Mais pour que ce soit plus parlant et plus original pour votre lecteur, vous pourriez dire « Elle a ses cheveux noirs, me rappelle le chat de tonton Marcel », voilà. Du coup, votre lecteur, bon si c'est un livre humoristique, hein, parce que c'est une comparaison plutôt comique, mais voilà, si vous écrivez comme ça un livre un petit peu marrant, directement le lecteur dans sa tête va se faire une idée de la couleur de ses cheveux. Il va visualiser le chat, il va visualiser le chat de tonton Marcel, ça va le faire sourire, voilà, beaucoup plus que si vous dites tout simplement elle a les cheveux noirs ébène. Donc n'hésitez pas à utiliser des expressions comme ça propres à vous, parce que ça mettra également en avant votre style et votre originalité. Ce sont des expressions que tout le monde n'utilise pas, mais que vous, voilà, vous voyez quelque chose de noir, et bien hop, ça vous fait penser au chat de tonton machin. Donc c'est vraiment très intéressant de faire ça. Après il faut bien les doser, il ne faut pas les utiliser tout le temps. Ce genre d'expression, voilà, c'est vraiment un travail d'équilibriste, mais c'est vraiment très sympa d'utiliser de petites expressions comme ça, de comparaison assez original dans un texte. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les descriptions, j'espère que ça vous aura aidé à donc écrire des descriptions un petit peu plus efficaces. Si vous avez des questions, des demandes de vidéos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!